Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours, on aborde avec vous les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à une institution pour les amoureux d'antiquité, les puces de Saint-Ouen. Le marché Biron, place forte des puces, a célébré jeudi soir et ce week-end ses 100 ans dans une ambiance très festive. L'occasion pour nous de vous raconter l'histoire des puces de Saint-Ouen, l'évolution de ce quartier bien sûr, et puis cette attractivité qui caractérise ce marché aux antiquaires. On y trouve toujours des trésors, que l'on soit investisseur dans l'art ou curieux en quête d'un bel objet. Il est souvent bien difficile de repartir les mains vides. On en parle dans une minute avec nos invités. En culture aujourd'hui, l'expérience théâtrale, c'est signé Laurent Ruquier et il inverse complètement les codes du théâtre avec ses deux acolytes sur scène, François Berléand et Max Boublil, qui s'écharpent dans un conflit intergénérationnel. C'est absolument délicieux. Le Figaro Histoire qui nous raconte l'épopée du métro parisien et son premier coup de pioche, c'était un 4 octobre 1898. Depuis jeudi soir, on célèbre à Saint-Ouen une institution, les puces. L'emblématique marché Biron a en effet soufflé sa 100e bougie, et c'est l'occasion de replonger dans l'histoire de ce quartier des antiquaires qui n'a cessé de raconter une page de Paris. Si aujourd'hui les touristes se massent pour découvrir nos plus belles collections, c'est aussi un lieu qui accueille les franciliens qui sont nombreux à venir dans cette ambiance un peu guinguette qu'on adore. Les œuvres d'art côtoient les objets du quotidien et on y trouve toujours des pépites. On va laisser la parole à nos invités qui vont nous le raconter bien mieux que moi. Merci beaucoup à tous les quatre d'être autour de la table. Charlotte Mus, vous êtes historienne de l'art et co-auteure de Saint-Ouen-sur-Seine, Art Nouveau et Art Déco Prospective. Stéphanie Duplex, directrice générale du marché Paul Bert Serpette. Vous êtes accompagnée de Christophe Decloux, directeur général adjoint au tourisme Choose Paris Région. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Clément Anger, vous êtes antiquaire au cœur de ce marché Paul Bert Serpette. On va évidemment en discuter ensemble. Je vais commencer par la question à 100 000 €. Ce nom, les puces. Alors là, vous seriez en face de n'importe quelle agence de communication ou de RP, elle vous dirait que c'est pas très vendeur. Les puces, ça vient d'où, ce nom ? Ça vient tout simplement de l'origine du quartier qui réunissait à la fin du 19e les biffins, les crocheteurs, ceux qui allaient chercher dans les rebuts des bourgeois parisiens de quoi revendre. Et il y avait les matelas, et les matelas pouvaient avoir des puces. Alors maintenant, on a 150 ans qui se sont passés, mais le nom est resté. Et puis je pense qu'il y a quelque chose aussi d'irrévérencieux dans ce quartier qui est quand même maintenant un quartier qui a un territoire de luxe, où on trouve les antiquités, alors bien sûr très abordables, mais aussi qui vont très très haut en termes de prix. Et il y a quelque chose de très affectif dans le fait d'appeler ça les puces. C'est une nation, les puces. C'est une nation. Et vous avez raison de parler des biffins, puisque d'ailleurs on appelait avant le marché Biron Biffinville. C'était les chiffonniers, vous l'avez dit, qui avaient été chassés du centre de Paris par le baron Haussmann. Ils avaient échoué à la porte de Clignancourt. Et là avait commencé ce petit business, finalement, cette volonté de vendre, de trouver, de dénicher et puis de proposer aux plus offrants les trouvailles. Alors ça a commencé avant la naissance du marché Biron, puisqu'on date plutôt la naissance des puces du décret du préfet Poubelle en 1885, donc là, il n'y avait rien d'organisé, vraiment rien d'organisé. Et puis, le long de cette rue qui est la rue des Rosiers à Saint-Ouen, on commençait à s'organiser des marchés. Le premier, c'est le marché Vernaison qui est de 1920. Après le marché Biron, 1925. Joyeux anniversaire. Et puis ensuite est arrivé le marché Paul Bert qui, lui, on date vraiment de la reconstruction, donc 1946. Et ensuite, ça a quand même continué. Vous avez le marché Malik dans les années 80. Et le dernier marché en date qui s'est construit, c'est le marché Dauphine qui est 1991. Et sans oublier, en réalité, vous imaginez le territoire avec une colonne vertébrale qui serait la rue des Rosiers, les marchés qui sont autour, et toutes les rues qui englobent ces marchés dedans sont installés des marchands qui sont parfaitement en autonomie, non fédérés par des marchés.
vous avez raison de rappeler un petit peu la manière dont les choses s'organisent, parce que quand on y vient pour la première fois, on peut se trouver un peu perdu face à la profusion de ce qu'on y trouve. Moi, j'aimerais qu'on rembobine encore un petit peu. Vous nous avez parlé de 1946. C'est vrai que c'est un moment important aussi, puisqu'on passe d'anciennes petites baraques en bois, finalement des baraques en dur, des structures en dur qui voient le jour. Est-ce que c'est là aussi que le marché s'institutionnalise, se professionnalise? Est-ce qu'on le voit de manière architecturale? Tout à fait, ça s'est fait de manière extrêmement progressive. Au début, les biffins, les crocheteurs de lune étaient assis sur cette plaine. Alors le terme, la plaine de Malassis, trouve probablement son nom sur voilà, la manière dont le marché se faisait. Et les marchands ne vendaient au départ que des rebuts, des morceaux de verre, des détritus, même des cadavres de chats qu'on recyclait pour faire du savon avec la graisse. Des bois de lapin aussi. Voilà, exactement. Et c'est vraiment de manière tout à fait progressive que le marché s'est constitué. Il y a d'abord eu des baraques, quelques-unes, une dizaine. En 1910, il n'y a qu'une dizaine de baraques. Et puis, ce sont à chaque fois des initiatives privées. On a des personnes qui ont des terrains et qui vont se rendre compte que les vendeurs en ont marre de remballer, déballer à chaque fois leurs marchandises et qu'ils ont envie finalement de se sédentariser. Et on a un premier vendeur qui a un promoteur, presque un promoteur immobilier, qui a un grand terrain. Et il va créer des petites baraques, d'abord en dur, et puis, pardon, pas en dur, justement, d'abord des baraques en bois, et puis progressivement, il va produire de l'architecture, et ça va se faire vraiment tout à fait progressivement jusqu'à les années 1950, où là, on a une autre... le marché prend une nouvelle envergure, avec des grands noms de l'architecture qui vont produire des bâtiments remarquables. On a René Herbst, notamment, qui est quelqu'un qui fait des devantures de magasins Art déco, notamment, et qui, dans les années 50, va créer des bâtiments. Clément Anger, vous êtes vous-même antiquaire, vous vous êtes installé à Paul-Bert-Serpette quand vous aviez 27 ans. Quand on connaît cette histoire, quand on la redécouvre aussi, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en être, finalement, de faire partie de cette grande histoire des puces? C'est vrai que Paul-Bert-Serpette et les Puces Saint-Ouen, c'est vraiment une famille. Nous, tous les week-ends, on va, samedi, dimanche, on va au marché. C'est comme une habitude. Et puis, on achète entre nous, on vend entre nous. Tout le monde se connaît, en fait. C'est vraiment c'est comme une grande famille. Une grande famille. Ouais. Je vous entendais compléter les propos tout à l'heure de Charlotte Mus. Est-ce que, finalement, ça vous a amusé aussi de côtoyer ce passé-là? C'est vraiment la découverte des objets, une sorte de chasse au trésor comme quand on était enfant. Et tout ça, c'est possible aux Puces de Saint-Ouen. C'est vrai qu'il y a aussi des histoires, des trajectoires personnelles qui ont marqué durablement l'histoire des Puces de Saint-Ouen. Je pense à Yvette Tournigan-Renoncourt ou à d'autres noms qui ont finalement contribué à raconter l'histoire des Puces de Saint-Ouen. J'imagine qu'il n'y a pas une histoire et qu'il y a plutôt des histoires. Il y a des milliers d'histoires. Tous les jours. Tous les jours. Nous, il faut même il y en a qui ne sont pas racontables. Mais c'est quand même un territoire qui existe depuis 150 ans et qui réunit... Bon, à l'heure actuelle, environ 1200 antiquaires. Et puis, il y a le côté village gaulois, c'est-à-dire qu'il y a les marches, il y a ceux qui sont dans les marchés, il y a ceux qui sont dans les rues. Et puis, il n'y a pas que des antiquaires. Vous avez 35 restaurants, donc il y a les restaurateurs qui, eux, j'imagine qu'à leur comptoir, auraient des dizaines et des dizaines d'histoires à vous raconter. Et vous avez tout l'écosystème lié aux arts décoratifs qui est là aussi, puisqu'il y a beaucoup d'artisans d'art qui sont là pour la restauration, et d'horreur, le tableau, le stuc, les abat-jours, enfin tout ce que vous pouvez trouver en restauration, beaucoup d'électrification aussi, parce que c'est bien de vendre des lustres à Pampy 18e magnifiques, mais l'idée, c'est qu'il faut qu'ils soient quand même restaurés. Et donc tous les métiers qui gravitent autour, finalement, fonctionnent main dans la main. Voilà. Il y a vraiment un écosystème avec des rituels. Je pourrais vous faire jour après jour qu'est-ce qui se passe, parce que tous les jours ne sont pas faits de la même manière. Là, il y a vraiment un flux hebdomadaire. Il faut vraiment avoir en tête qu'un antiquaire ne commande pas sa marchandise chez un grossiste. Donc, et c'est ce qui va expliquer pourquoi nous ne sommes ouverts que le week-end, donc la semaine, les antiquaires sont ailleurs. Ils sont dans les salles des ventes, dans les déballages marchands, à faire des adresses et à chercher ces trésors. Et dans le monde entier, oui, c'est vrai.
Il y a même, moi, des fois, je vois arriver Clément le jeudi avec un camion et repartir à l'aéroport le soir pour Madrid parce qu'il a fait une vente à un client et qu'il veut s'assurer que la marchandise est en bon état arrivée à Madrid. Vous êtes très précautionneux. Ah, obligé. Ah bah, il y a des qualités de marchandises, vous ne les laissez pas arriver toutes seules, ça c'est évident. Et donc, de ce fait, il y a ce flux entre les marchands. Les marchands ne vont pas être là. On va dire que le dimanche, au plus, c'est le mercredi. D'accord. Le jeudi, les marchands reviennent généralement préparer leur stand avec leur trésor dans les camions. Oui. Le vendredi, qui avant était une journée de fermeture, qui est devenue une journée d'ouverture parce qu'il y a ce qu'on appelle la vente au cul du camion, si vous me permettez, c'est qu'avant, quand les marchands revenaient, ils revenaient le vendredi pour installer pour le samedi-dimanche. Et donc les meilleurs clients, les meilleurs chineurs, ils n'attendaient pas que ça arrive dans les stands. Il fallait que ça arrive avant. La transaction se présentait avant. Ils se présentaient à 6 h du matin pour voir comment ça descendait des camions. Et à force, on a ouvert parce qu'il y avait tellement de monde que maintenant, le vendredi, on est ouvert de 6 h à 14 h parce que les gens viennent. Et de fait, le jeudi est devenu le jour où les meilleurs chineurs viennent parce qu'ils ne veulent pas se... Ah oui, d'accord. Bah, si vous continuez comme ça va être embêtant. Il n'y aura plus du tout de jour... Il y aura une limite parce qu'il faut quand même les trouver, ces trésors. Bien sûr. Et après, le samedi, c'est vraiment une journée qui est dédiée aux collectionneurs. Et le dimanche, c'est vraiment le jour phare. Il y a beaucoup... tout le monde vient au puces, mais vous avez quand même beaucoup d'addicts, des gens qui sont là tout le temps et qui seront là tous les dimanches. Christophe Decloux, j'ai envie qu'on parle de ce que ça représente en termes d'attractivité, puisqu'on parle évidemment de passionnés, mais il y a aussi énormément de curieux, des franciliens qui viennent, ils sont nombreux, beaucoup de Français qui viennent spécifiquement à Paris, en Ile-de-France, pour découvrir les puces de Saint-Ouen, et puis il y a des touristes qui viennent du monde entier. Absolument, mais c'est comme à Londres, le flea market, donc je pense que le mot puce, en Angleterre, ça vient de la même origine. C'est déjà la destination Paris et Paris Région, tout le Nord en train de se développer post-Jeux Olympiques, Saint-Denis, Saint-Ouen, la région est installée à Saint-Ouen. Et moi j'ai une anecdote sur les puces, c'est qu'avant le Covid, tous les ans, depuis quelques années, on a tous les ans à peu près 1000 tour opérateurs qui viennent en France. Voilà, je vois que ça vous parle. C'était moi qui voilà. Et donc du coup, l'année où c'était à Paris, donc ça devait être 2018, on a accueilli 1000 tour opérateurs aux puces de Saint-Ouen et on les a fait dîner chez les antiquaires. Génial. Dans le marché Serpette. Ils en ont la chance. Et oui, donc, c'était une belle logistique. C'est dur à gérer. 75 nationalités. Exactement. Le plan de table était terrifiant. 1200 personnes à mettre à table. Exactement. Et, extraordinaire. Et ça a été fabuleux. En fait, ça change de ville à chaque fois. Ah, d'accord. Et donc, cette année-là, c'était Paris. Comme l'année il y a 2 ans, c'était à Paris également. Et donc, on l'a fait au bord de Seine parce que Jeux Olympiques, cérémonie d'ouverture. Et là, c'était à Saint-Ouen. Et donc, on a voulu faire découvrir à tous les tour opérateurs les puces et l'attractivité qu'a les puces pour cette clientèle. Et d'ailleurs, vous avez une clientèle japonaise, vous avez donc américaine. Complètement internationale. Voilà. Donc, c'est un pôle d'attractivité important au nord de Paris. Charlotte Muse, d'un point de vue plus artistique, est-ce qu'il y a une attractivité particulière des puces de Saint-Ouen parce qu'elles réussissent à attirer finalement la crème de la crème des collectionneurs et des œuvres d'exception finalement? Je parlais tout à l'heure de pépites, c'est vrai qu'il y a des trésors. Il y a des trésors et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que n'importe quel budget... On peut aller aux puces, même avec un petit budget, et on peut... moi, quand je vais aux puces, je vais au musée, finalement, quelque part. C'est vrai. J'aime bien déambuler, acheter des petites choses. On est là aussi pour regarder les très jolies choses. Aller dans d'autres... parce que chaque marché, finalement, a une identité propre. Il y a le marché consacré aux meubles, il y a celui qui est dédié aux fripes. Vous pourrez en parler mieux que moi, mais... C'est vrai, au niveau des prix, ça peut aller de 50 centimes à vraiment 1 million d'euros. On trouve tout. Ça, c'est incroyable. De 50 centimes à 1 million d'euros. À quelques mètres, parfois, d'écart. À 5 mètres d'écart. Pardon, on vous rend la parole. Non, tout à fait. Et puis... c'est exactement ça. On peut vraiment se promener, voir des... Je sais pas, je pense par exemple à une boutique où on peut trouver tout l'art déco. Cette année, on célèbre le centenaire de l'art déco. Tout à fait. Il y a des boutiques spécialisées dans l'art déco et on se régale. Il y a du Brandt, il y a des ferronneries d'Edgar Brandt, il y a des lampes, pardon, pour mettre des fleurs, des
Des vases, merci. Ouais, Je suis j'étais la fatiguée. fleur, pas du tout. Des vases, heureusement que vous êtes là, Christophe Des vases d'eau, merci pas beaucoup. Des vases d'eau, etc. Donc voilà, on peut vraiment se régaler. Justement, qu'est-ce que vous proposez sur votre stand, Clément G? tout. D'accord. C'est un cabinet de curiosité? Des vases d'eau, de l'argenterie, des bronzes, tout ce que je trouve. Est-ce qu'il y a une passion chez vous qui s'exprime sur un certain type d'objet, d'art, plus qu'un autre? Vraiment, la passion, c'est de trouver l'objet qu'on n'a jamais eu, qu'on n'a jamais acquis. Puis après, on est des passeurs d'objets, donc on fait plaisir à des collectionneurs et on leur revend. Mais Est-ce qu'il y a des choses, des La fois, qu'on découverte. vous demande expressément Il y a quand certains on a de clients bonnes qui nous relations demandent, avec des collectionneurs? C'est ça, ils vont nous demander je veux tel canapé, je veux tel pendule, tel bronze. Puis après, on parcourt le monde pour essayer de leur trouver ce qu'ils recherchent. Est-ce que des fois, il faut faire un peu de pédagogie aussi? On imagine, par exemple, des touristes américains qui arrivent et qui ne comprennent pas très bien pourquoi à côté, justement, d'un bougeoir à 15 €, il peut y avoir un bronze à plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est vrai, nous, notre marché Paul Bert-Serpette, c'est quand même assez élitiste. C'est vrai, Stéphanie. En termes de, en termes de proposition de marchandises, oui, c'est très élitiste. Quand même des choses assez haut de gamme. Mais, ouais. Ça démarre quand même à 300 €. Il y a pas Bah, grand-chose disons à moins de qu'ici, 300 il faut €. vraiment voir les puces comme un tout. Je fais juste une petite parenthèse. Les puces, c'est une marque ombrelle. Et tout le long de la rue des Rosiers, vous avez des gammes qui vont se répandre. Et donc, on commence au début de la rue des Rosiers par le marché Vernaison, qui est un marché Alors, il y a des... Attention, hein, il ne faut pas faire de généralité. Il y a des gens qui font de tout partout. Mais à Vernaison, on va avoir plus ce qu'on appelle les objets d'affection. Le moulin à café, la plaque émaillée, J'adore. le vêtement de travail, Oui. toutes ces choses-là. Et Qui c'est vont plus vraiment- touristique aussi. Vernaison est C'est plus plus touristique. touristique de fait, parce que ça Vis- amène des... vis-à-vis de l'architecture voilà, aussi. des objets plus... Ancien. Plus abordable Voilà. aussi. Plus abordable, Oui, il faut le ouais. dire. Et quand vous remontez la rue des Rosiers, alors pour aller vite, le marché Biron, alors le marché Biron avait une grande spécialité qui était vraiment le bois doré, l'Ulstrapampy, l'Empire, tout ça. Mais bon, ça se diversifie quand même avec la demande aussi. Après le marché Dauphine, sur cette rue des Rosiers, qui lui, étant arrivé en 1990, alors, très naturellement, s'est faite la réunion du plus grand pôle de disquaires, plus grand pôle européen. Donc il y a du disque. De fait, vous allez avoir des antiquaires en hi-fi, vous allez avoir beaucoup de choses qui tournent autour d'une pop culture, même si vous avez, je pense à la famille Haï qui est spécialisée dans le vêtement ancien et qui fait de l'antiquité de manière merveilleuse aussi, et d'autres antiquaires. Et après va arriver Paul Bert, qui fait une proposition de marchandises plus sélectionnées, et ça c'est toujours lié au goût des marchands. Et Serpette, qui, quand même, du fait de son architecture, c'est un marché couvert qui fait 4000 m², dont on peut gérer la température, l'hygrométrie. Et de fait, la marchandise est plus précieuse à l'intérieur. Hein. Il y a une logique à tout ça. C'est logique. Et que si vous continuez, vous avez l'entrepôt qui, pour le coup, est un terrain immense et sur lequel vous allez avoir de l'architecture urbaine à vendre. Pourquoi ? Parce que c'est dehors et qu'un lampadaire en fonte ou autre, ça vieillit très bien dehors. Charlotte Mus, est-ce que pour vous, c'est un objet un peu non identifié, un ovni, les puces de Saint-Ouen? Est-ce que c'est finalement un lieu assez unique? C'est un lieu tout à fait unique, mais je ne dirais pas que c'est un ovni. On voit vraiment bien comment ça s'est constitué. Et c'est intéressant justement de voir que c'est un quartier qui n'a jamais été figé. Il n'a jamais... les puces sont toujours en train de se reconstruire sur elles-mêmes. Et c'est ça aussi qui est passionnant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai aimé découvrir quand j'ai réalisé ce livre. C'est de voir que, on prend des vues aériennes successives, on voit bien que ça change, qu'il y a toujours là encore, il y a des nouveaux bâtiments qui ont été construits. Des hôtels. Il y a aussi, en fait, des lopins de terre qui ont été industrialisés, puis aujourd'hui il y a une désindustrialisation. On a des logements qui sont créés dès les années 80. Il y a Paul Chemetov, notamment, grand architecte qui nous a quittés il y a 1 ou 2 ans, qui a construit des logements sociaux. Enfin voilà, c'est un quartier qui se recrée toujours sur lui-même. Et en même temps, on voit bien quand on regarde le marché Vernaison, par exemple, que c'est le plus ancien, qu'il a une tramvière vraiment typique, avec des petites rues étroites. Enfin, chaque marché, finalement, a une couleur propre. Christophe Decloux, on a parlé un petit peu des restaurants, ils sont nombreux. On vient de parler des hôtels qui sont de plus en plus nombreux aussi. Ce qu'a réussi aussi le marché des puces, c'est finalement de proposer... indépendamment de ces antiquaires, une ambiance, une atmosphère, un cadre où on a envie de passer la journée.
On n'y vient pas uniquement pour faire son marché et on repart. Non, exactement. On y passe du temps. Ça permet aussi de voir d'autres choses autour des puces de Saint-Ouen. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'hôtels qui sont installés. On a un énorme porteur on en appelle un porteur, celui qui a beaucoup de chambres, donc dans la tour, le H4, donc qui permet, il y a à peu près 700 chambres. Donc il y a les mob hôtels, il y a toute une catégorie d'hôtels aussi qui est en train d'ouvrir, qui est vraiment assez boutique hôtel, donc pour garder cette ambiance des puces. Donc oui, c'est vraiment, on peut y passer une journée, voire même un week-end. Est-ce que vous diriez aussi que, comme ça traduit un certain art de vivre, et une manière aussi de consommer, de découvrir finalement ce marché d'art, ces antiquaires, il faut qu'au niveau de la restauration et de l'hôtellerie, on défende un certain niveau. Moi, j'ai l'impression que la gastronomie qui est proposée est plutôt de bon niveau, malgré justement cet afflux de touristes. Bah, l'un n'empêche pas l'autre. Heureusement qu'il y a une bonne restauration. Bah, des fois, dans certains lieux touristiques, pardonnez-moi, mais la qualité se dégrade. Je peux dire 2 mots là-dessus, enfin, c'est possible. Dans le livre, on en parle. Ce qui est très intéressant à Saint-Ouen, et là, ça concerne toute la ville, c'est qu'on a des chefs qui viennent à Saint-Ouen parce qu'ils ne peuvent pas être à Paris et qui viennent... Enfin, nous, on n'a jamais aussi bien mangé. Pourtant, j'ai fait une vingtaine de livres autour de Paris. On n'a jamais aussi bien mangé qu'à Saint-Ouen. Ah, vous voyez ? Avec des jeunes chefs qui viennent parce que c'est abordable. En tout cas, c'est plus abordable qu'à Paris. Bien sûr. Et enfin, je suis désolée. Il ne faut pas oublier aussi le bassin de clientèle, c'est-à-dire que vous avez 1200 marchands qui ont besoin de se nourrir. Voilà. Et par nature... Et donc, il y a des menus du jour formidables. Et c'est surtout que par nature, un marchand est quelqu'un qui aime la vie, qui est un bon vivant, qui aime le... Et on a 35 restaurants qui sont typiquement quand même cuisine française, étrangement. Enfin, si on... Mais... il y a donc effectivement des très bons chefs qui sont installés chez nous, mais surtout, on a tous les chefs de la grande cuisine française qui sont clients chez nous. Parce que les puces, c'est un endroit pour l'art de la table et on a des grands collectionneurs. Tous les week-ends, ils viennent tous les week-ends, ça les détend. Il y a des noms qui m'en voudront pas d'être cités, mais Alain Ducasse, Thierry Marx, c'est des... ils viennent tous les week-ends. Ils font partie de la famille, vraiment. Et puis en plus, la chance des puces, c'est c'est un territoire de confidentialité. Je pense que ça fait aussi plaisir à ce genre de personnalité de pouvoir venir passer un moment simplement. Simplement, voilà, personne va voilà, c'est pas un territoire où on vous demandera un selfie, et on vous laisse tranquille aux puces. Vous avez la terre entière qui passe, donc on est un peu blasé à force. Et voilà, on traite tout le monde. Enfin, c'est ce que disait Clément, hein, c'est le village et les gens qui passent en font autant partie que ceux qui y sont installés. D'ailleurs, Thierry Marx a ouvert un bouillon à Saint-Ouen. Oui, tout à fait, à l'entrée. Il y a un chef aussi qui était, je crois, il a gagné Top Chef ou il est arrivé dans le top 3, qui a ouvert le Média, qui est Méda, qui est en face de la mairie, qui est très très bon également. Et que c'est important pour offrir, alors que ce soit aux franciliens, aux exposants ou aux antiquaires, mais surtout aux personnes qui viennent passer, pour parler d'expérience client aux puces, qui est une bonne restauration, qui est une bonne hôtellerie, parce que ça fait vivre tout le quartier. Et ce qu'on a vu, si on parle de l'héritage des Jeux, on voit que tout le nord de Paris s'est quand même transformé. Ce qui est une excellente nouvelle. C'est incroyable ce qui se passe à Saint-Denis, à Saint-Ouen. Ça contribue aussi au rayonnement du nord de Paris. Mais quand vous voyez à Saint-Ouen, juste derrière le siège de la région, enfin, tout ce qui a été construit en logement, donc des logements modernes, avec des... comment dire, il y a la halle gourmande qui s'appelle la communale qui aussi s'est installée. Enfin, en niveau restauration, je pense que Saint-Ouen, il y a de quoi faire là en ce moment. J'ai eu l'impression que malgré finalement, ça peut être un peu hostile la porte de Clignancourt quand on arrive. Finalement, je trouve que les publics se déplacent nombreux, que ça n'empêche à personne de vivre ensemble et de fonctionner finalement. Ça fait partie du plaisir. Ça fait partie du plaisir. C'est joliment dit. Et pour ceux qui n'aiment pas ce plaisir, il y a quand même les puces de Clignancourt et les puces de Saint-Ouen, c'est deux mondes. Alors c'est deux mondes, mais qui sont quand même tout collés, mais qui se respectent, qui s'envahissent pas. Et c'est vrai que nous, on n'a plus grand-chose à voir avec ce qui se passe au port de Clignancourt. Voilà, on connaît médiatiquement, on en parle beaucoup mais c'est difficile de passer. Mais sauf que maintenant, vous avez les accès de l'autre côté aussi, parce que beaucoup de clients arrivent soit par, quand on parle du métro, vous avez maintenant la ligne 14 qui arrive à Saint-Ouen, justement devant le Bouillon et autres, et donc c'est la même distance que d'arriver à Clignancourt ou de la ligne 14, donc le métro mairie de Saint-Ouen, et puis historiquement, là, qui est juste derrière les marchés, c'est le métro Garibaldi. Et on a aussi, alors ça c'est le flux touristique,
mais on a quand même une clientèle assez nombreuse qui arrive en voiture, voire en voiture de maître. Et donc ça, généralement, ils utilisent les parkings. Voilà. On utilise les parkings, il y a des parkings dans les puces. Mais c'est vrai que c'est hostile. C'est vrai que ça dessert pas mal les antiquaires. Parce que beaucoup de gens, quand on dit puce, ils associent ça un peu à l'aspect médiatique. Vous avez vu, j'ai commencé par ça. Oui. Alors qu'en réalité, c'est aussi un quartier qui est très tourné vers la Seine, et donc vers Neuilly, le Valois, qui sont les voisins. Et les gens arrivent aussi beaucoup par là. Mais effectivement, la porte de Clignancourt, il n'y a pas vraiment de faits divers. C'est pas. Ça fait 20 ans que c'est pas dangereux. Vous n'avez jamais eu de problème. Jamais eu un problème. Non, c'est pas dangereux. C'est des espèces qui cohabitent. Oui, puis finalement, et c'est aussi un lien avec l'histoire, si j'ose le dire, puisqu'il y a encore des bifins qui sont tout à fait. rue Clignancourt, porte de Clignancourt, voilà. Et donc finalement, les puces évoluent, mais elles sont toujours, et voilà, il y a encore inscrites des bifins dans leur histoire d'origine. Voilà, il y a encore des bifins aujourd'hui, des gens qui le font par nécessité, d'autres qui le font par plaisir parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont pouvoir trouver dans les encombrants le Graal, voilà. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, moi-même, ne tentez pas trop, non, ça peut mal finir. C'est vrai. Ça peut mal finir, je le sens. On peut trouver des bijoux, parfois. Christophe Decloux, on a une idée du volume de personnes qui se rendent aux puces de Saint-Ouen? Alors moi, je n'ai pas le chiffre global. Je pense que vous avez probablement le nombre des visiteurs. Ça doit être énorme. Je ne vais pas vous défoncer. 5 millions. 5 millions. D'accord. 5 millions, c'est ce qui est annoncé, oui. Alors, sans faire de différenciation entre la porte de Clignancourt les puces de Clignancourt et les puces de Saint-Ouen. À un moment des JO, pour anticiper, on avait fait faire ce qu'on appelle une triangulation, c'est de voir à un instant précis quels sont le nombre de téléphones portables présents sur un territoire. Ah oui, d'accord. Alors, en termes de visitorat, ce qui nous avait marqué surtout, c'est qu'on avait les mêmes visitorats que Montmartre. C'est-à-dire que quand vous avez un pic de visitorat à Montmartre, vous l'avez aussi, on l'a aussi, ce qui est très logique puisqu'on est voisins. Et effectivement, le flux est excessivement important puisque c'est 7 hectares. C'est 1300 et quelques boutiques. Donc, le flux est très, très important. Mais de là à vous donner le chiffre exact... C'est assez compliqué parce qu'en utilisant la téléphonie, il y a beaucoup d'Américains qui ne se connectent pas au réseau et qui passent par des eSIM. Et puis ça peut être... La triangulation peut couvrir d'autres zones. Donc c'est assez compliqué. Un dernier mot, puisqu'on vient de célébrer donc jeudi soir et puis ce week-end les 100 ans du marché Biron et donc de faire ce focus sur les puces de Saint-Ouen. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les 100 prochaines années? Est-ce que le marché aux puces va continuer à se transformer? Est-ce qu'on a une idée de la manière dont ça va se faire? De toute façon, c'est un territoire qui s'adapte en permanence à tout. Et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, au désir des acheteurs. Hein. Et au désir des acheteurs. Il faut pas. Enfin, il y a une chose qu'il faut jamais négliger quand on parle des puces, c'est qu'on parle d'une population, c'est des gens, les puces. Ces gens-là, c'est des familles qui se transmettent du savoir, c'est de la culture. Quand on ne sait pas expliquer un prix, généralement, c'est beaucoup Moi, je vois souvent des gens se dire « mais comment ça peut coûter ce prix-là » Parce qu'il faut qu'on explique la réalité de ce que c'est. L'histoire qu'il y a derrière un objet, l'artiste. Pourquoi, l'artiste, le nombre. Et donc, je pense que cette communauté-là n'a aucune ambition de disparaître et qu'elle continuera à se renouveler, à proposer. Et en plus, c'est un besoin qui devient très à la mode, la seconde main, alors que ça fait 150 ans que le territoire travaille. Et vous l'avez dit, ça reste une grande famille avant tout. Et c'est ce qu'on retiendra évidemment de cette histoire des puces de Saint-Ouen. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Merci. Et à très bientôt. Évidemment, vous savez où passer le week-end prochain. On passe à l'entretien culture tout de suite. Pour célébrer les 100 ans de la Michaudière, Laurent Ruquier renverse les codes du théâtre avec son nouveau spectacle, l'expérience théâtrale. La salle devient la scène et la scène devient la salle. On brouille toutes les frontières avec le 4e mur et on se délecte de la présence sur scène de François Berléand et de Max Boublil dans une bataille générationnelle sans merci dont on va parler avec eux en plateau. Anne Bouvier, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes metteuse en scène, vous êtes accompagnée de Max Boublil, comédien. On ne vous présente plus, mais on le fait quand même. Avant toute chose, un mot sur la représentation de samedi soir, puisque j'y étais. La salle était conquise et on sent que vous prenez un vrai plaisir sur scène, Max Boublil. Des fois, on ne sait même pas si votre rire, votre sourire, votre fou rire presque est écrit dans le texte de Laurent Ruquier. Pas forcément. Parfois, non, mais parce que parfois François Berléand me fait des trucs qui me font beaucoup rire.
Et parfois, on sent des temps où même on peut avoir des demi-petits trous qui viennent et on est mort de rire. Et parfois, on rit de jubilation de le voir lui s'énerver. Et moi, et donc, ouais, il y a parfois des fous rires qui viennent, qui naissent comme ça. Et c'est des bons moments, quoi. Vous parlez de jubilation, c'est vrai que j'ai vraiment eu le sentiment que c'était jubilatoire pour le public, mais aussi pour vous sur scène et que vous vous amusiez beaucoup dans cet exercice. Le but de cette pièce, clairement, c'est de nous perdre, de brouiller toutes les pistes pour le spectateur, de nous embrouiller au maximum, de nous faire perdre nos repères. Est-ce que l'objectif principal, c'est de casser ce fameux 4e mur dont on parle tout le temps au théâtre ? En fait, c'est vraiment une expérience, c'est ce que voulait Laurent Ruquier. C'est vraiment un partage entre le public et les acteurs. Et on a eu envie de s'amuser avec ça, qu'il n'y ait plus de frontières. On ne sait plus quand il joue pas, c'est ce que vous disiez. S'il rigole vraiment, si c'est faux, si c'est vrai. Et donc, c'est ça qui est intéressant, je crois. Et qui rend le truc assez original. Et on ne sait plus bien qui regarde qui. La scène, c'est plus le seul lieu de l'action théâtrale. C'est aussi finalement un lieu qui est partagé avec le public. Et on se rend compte surtout qu'on se pose des questions sur notre rôle. J'insiste sur le terme, le rôle de spectateur que vous questionnez aussi d'ailleurs avec François Berléand, puisqu'on a un rôle finalement quand on vient au théâtre. D'ailleurs, par moments, on s'adresse à eux. Hein, et moi, j'adore dans cette pièce, c'est le moment où il y a des joutes, où on s'envoie des saloperies l'un à l'autre. Et que tu sens ceux qui sont plus pour moi qui applaudissent et ceux qui sont plus pour lui. Il y a deux teams, qui va gagner et tout. Et c'est hyper jubilatoire. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je disais à Anne dans les coulisses. Je disais ça ressemble à un two-man show, quoi. C'est presque. Tout à fait. Et on a un rythme de... Enfin, moi, j'avais fait une pièce avant, et c'est vrai que c'est rare d'avoir autant de rire tout le temps et d'applauses tout le temps. Ça fait... D'ailleurs, des fois, vous êtes obligé de vous arrêter, de faire une petite pause dans le texte, parce que ça applaudit trop ou ça rit trop. Oui, c'est ça, parce que ça rit trop. Et ce qui est génial, c'est de voir la tête de François Berléand quand je me mets à chanter du Dalida. Parce que vous voulez évidemment mourir sur scène. Mais lui, il vient du théâtre subventionné, et je vois sa tête, et je fais chanter la salle. Il se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait là ? J'adore. Quand Laurent Ruquier vous a présenté son idée, cette idée, qu'est-ce que vous a dit ? Il vous a dit c'est génial ou il est complètement barré ? Ah ouais, je me suis dit c'est complètement barré, mais j'ai adoré l'idée de ce défi. Puis en plus, il a écrit ça vraiment pour François Berléand et Max Boublil. Oui, d'ailleurs, ça se voit. C'est-à-dire que les répliques sont écrites pour vous. Ah oui, par moments, on parle de la carrière de l'un, de la carrière de l'autre, et on se charrie sur les trucs. Je lui dis qu'il n'a pas sorti de choses intéressantes depuis les choristes. Et vous, il se met à vous chanter. Tu vas apprendre, il chante, tu vas apprendre et tout. Ouais, c'est très rigolo. On rit beaucoup, hein. On rit. Et en même temps, on parle de tous les codes du théâtre. Oui, on ne perd pas le spectateur, le public. L'idée, c'est pas uniquement de parler de l'un et de l'autre, c'est de convoquer des références communes et de nous amuser, de nous faire rire. Exactement. J'imagine que du côté de la mise en scène, ça a dû être un sacré casse-tête, cette histoire d'inversion. Ouais, c'était pas si simple. Ça a dû être délicieux de s'attaquer à cette mise en scène parce que je vous imagine vous dire, alors, le public, finalement, c'est eux les comédiens, mais ils ne peuvent pas jouer. Donc, comment on va faire avec cette histoire ? Moi, je trouve ça absolument génial. Ma seule question, c'est est-ce que vous attendez à terme, quand le spectacle va se polisser, que les spectateurs vont en parler de plus en plus entre eux, qu'il y ait vraiment des interactions du public ? C'est-à-dire, il y en a un qui va se lever un jour, il va dire à François Berléand qu'il est très beau. Ça y est, ça commence à se lever, ça parle beaucoup. Maintenant, ça parle dès le début. Quand je dis ceux qui sont venus pour moi, il y en a qui font moi. Ah, moi, j'y étais, c'était ça. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, moi, il n'y en a pas encore un qui déclame du Racine. Non, mais ça va venir. Ça va venir. Et j'ai envie. Alors après, on a un truc, c'est qu'on doit faire 1h20. Et déjà, on est en train de faire 1h25. Et je sais que derrière, ils sont en train de dire les techos de la pièce d'après. Mais attendez, là, comment qu'on fait ? Parce qu'on a la jalousie qui arrive. Vous êtes parti, mais je sais qu'avec Berléand, à la fin, ça va faire 1h45. Sachant qu'ils peuvent éteindre les lumières. Ils peuvent nous éteindre. Vous nous le montrez d'ailleurs. Mais déjà, quand on les remercie pas suffisamment. Exactement, on le montre ça. Oui, parce qu'on parle beaucoup des codes du théâtre. Si on apprend des trucs sur le théâtre. Il faut beaucoup rire sur la nuit des Molières. La nuit, il y a une petite saloperie au début sur les Molières, exactement. Mais gentil. Ça ne nous empêche pas d'avoir un Molière. Je m'adresse à Molière lui-même, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Poquelin, absolument, pour Max Boublil. Ça ne nous empêche pas d'avoir un Molière. Jamais, bien sûr. Très joli effet miroir aussi avec le décor, puisque évidemment, Max Boublil et François Berléand sont dans des fauteuils de théâtre qui nous font face, avec derrière ce qui pourrait être un décor de théâtre. C'est très joli, je trouve, en plus, de finalement nous confronter à cette réalité et de voir ce qu'eux ont l'habitude de voir. Oui, complètement. Je suis très fière de ce décor. Il est très beau. Très beau. Il donne beaucoup d'élégance à ce spectacle entre cabaret et théâtre. Et c'est vrai que chacun est face à lui-même, face aux acteurs, face aux spectateurs, et c'est très, très jouissif. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très important aussi, qui est parfois un peu oublié au théâtre, c'est le rideau qui a vraiment un rôle. Max Boublil, vous jouez beaucoup avec, des fois il vous isole, des fois il vous met en valeur, des fois il y a même un côté un peu striptease, vous savez, quand il se baisse comme ça, progressivement. Moi, j'aime bien, je trouve que ça apporte une sorte de dramaturgie
Complètement. Et d'habitude, le rideau n'est là que pour se lever ou se refermer. Voilà. Et là, il a vraiment, c'est presque un personnage. Exactement, Ah, ça fait parce plaisir qu'il que vient vous ayez plein vu de ça. fois. Il vient Ouais. plein de fois, le rideau. Ouais, c'est vraiment un personnage. Il est très vivant. Il est très avec vivant. eux, il est presque le Et poumon du les techniciens, spectacle. pour ne pas leur faire hommage une fois de plus, maîtrisent très bien le... Ouais, non, bien sûr, ça a été répété. grave. Alors, ils nous l'ont merdé 2-3 fois Ouais, quand même. Non, c'est pas drôle. arrivé. Surtout quand vous voulez mourir sur scène. Exactement. Alors le texte, on va y venir, il multiplie les références aux coutumes du monde du théâtre, l'héritage, les petites anecdotes, ce qui fait vivre le théâtre évidemment, les comédiens qui sont superstitieux, les jalousies entre générations, ça on en a notre dose, les règles implicites, les anecdotes du métier, et puis on apprend plein de choses. Alors vous dites Stéphane Bern recommence, parce que François Berléand prend ce rôle un peu du vieux con, un du peu docte, pompeux, quoi. ouais, un peu... Je vais vous raconter. Voilà, il va me raconter, il corrige mes fautes de français, il raconte des anecdotes sur le théâtre. Ah bah il y a l'institution, c'est l'institution, 20 ans de subventionné. Hein, Ouais, bien sûr, ça se respecte. Et grâce à lui, je sais enfin pourquoi j'ai pas le droit de mettre de verre non plus. Exactement. Ici, la faute au cyanure et à la transpiration, pas très chic, mais c'est vrai. Exactement. C'était comme ça qu'on faisait le verre à l'époque de Molière. C'était avec du cyanure et de l'urine, et c'est pour ça que tu n'avais pas de verre sur scène, parce que avec la transpiration, le cyanure risquait de rentrer dans la peau des comédiens. On apprend plein de choses. On apprend plein de choses. Voilà. Le côté court, côté jardin, Voilà. Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça J'ai c'est tout pour quand j'ai tout maîtrisé, hein. c'est quand, ouais, c'est bien, t'as bien suivi. Bien. Ouais. Ça c'est quand tu regardes la scène, tu dis Jésus-Christ, donc J, jardin, Christ, court. Voilà. Court. Et ça c'est Et pour vous dites savoir. d'ailleurs Parce qu'on que n'est moi, pas avant obligé de cette dire pièce- Jésus-Christ. Non, lui il dit on peut dire aussi Jean Cocteau, Jacques Chirac, Jules César. Et Jules César. tous ses amis d'enfance. Et vous l'avez redécouvert. Moi je savais pas. D'accord. Moi, Vous j'ai avez appris des choses. vraiment plein de choses. Ouais. Est-ce qu'on doit être initié au code du théâtre pour tout comprendre? C'est une question que je me suis posée. Franchement, non. Moi, j'ai plein d'amis qui sont venus, qui font d'autres métiers et tout ça, qui m'ont dit super, j'ai appris plein de trucs. En plus, on l'apprend de manière assez ludique et tout. Ah ouais. C'est pas didactique, c'est pas prise de tête. Je crois qu'il faut pas. Même on vient pour la première fois au théâtre, à mon avis, et après ça, on y retourne. Ouais, Au contraire, c'est même complètement, fait C'est pour. le théâtre pour les nuls, parce que Ouais. tu t'apprends tous les codes d'un coup. Mais grave. Il y a un côté, en plus, quand Ouais. vous le lancez sur... Je parie que vous allez nous raconter pourquoi, par exemple, Ouais. on sonne 3 coups, pourquoi Ouais. le rideau, et ben, il vous sort tout le Larousse. Ouais, C'est ça ouais. qui est formidable Avant, avec il François Berléand. Préparez-vous. Alors, on est vraiment aussi dans les rouages du métier de comédien, de l'univers du théâtre, de ce monde particulier qui peut être un peu obscur pour le commun des mortels. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte de voile de mystère. Et je trouve que c'est super agréable de se dire... en fait, on peut aussi le voir de manière un peu plus décontractée, le découvrir autrement. Je trouve que ça réconcilie aussi les jeunes générations avec le théâtre. Ah, c'est super que vous disiez ça. Ouais. Non, c'est vrai, Ouais. salon Parce que vous hyper dites, sinon, il n'y a que des vieux qui viennent au théâtre. Et là, c'est pas que des vieux. Là, il y a c'est pas du que tout, des vieux. hein, il y a C'est du- très mélangé dans le public. Ouais. On est hyper Sinon, vous content n'auriez de pas ça. de public. Ouais. Moi, je tire plus tellement les jeunes, hein, ils ont 30-40 ans. Ouais, c'est ce que vous dites d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout. Prise de tête, c'est Ouais. pas du tout élitiste. Non. Voilà, c'est là où le côté cabaret du spectacle il est vachement bien. Parce que les gens, c'est pas la messe, qu'on n'est pas Non. là, il faut se taire Non. et tout. Au contraire, Non. on les fait participer. Oui, tout à Et fait. ça casse quelque chose, c'est hyper important aujourd'hui. On a même le droit de tousser. Ouais, Mais t'as le droit ouais. de tousser, même si ça peut énerver. Ouais, ça François. peut aimer. Mais lui, il m'a dit en sortant de scène, c'est la première fois que je fais un spectacle d'une pièce de théâtre où ça applaudit autant. Il me dit, Ouais. je connaissais pas ce code. Je lui dis, mais ça, c'est des codes C'est de le code one du man. stand-up, Ouais. presque. Ah Ouais, c'est ce que t'applaudis j'allais des dire. moments et tout. Il me dit, c'est fou, les gens, ils applaudissent ça et tout. Il comprend Il pas. hallucine. Il me disait que ces deux jumelles, ces deux filles de 17 ans, on lui dit Ouais. c'est le numéro 1 de tous tes Ouais. spectacles. C'est vrai, j'adore. halluciné, Elle a c'est ton envie de Conquise. Ouais. Conquise. C'est super. On découvre aussi comment le rôle du comédien a évolué, de la fausse commune, ce qui Ouais. était le cas par exemple de Jean-Baptiste Poquelin, Ouais. alias Molière, à position finalement de star, de célébrité. Vous jouez d'ailleurs avec ça, vous convoquez un public qui vous est acquis, et puis vous parlez évidemment de la carrière phénoménale de François Berléand, qui joue aussi, lui, de cette gloire, allez, qu'on peut qualifier de gloire passée. En tout cas, c'est comme ça qu'on la joue sur scène. C'est rigolo finalement de s'en amuser. Ouais. Ah Il oui, va je détester charrie. cette phrase. Ouais, je charrie. Bah oui, il le sait, hein, c'est les 10 derniers mètres, François. Il est cramé. On en profite, et comme ça il en raconte toute cette belle époque qu'il a connue à l'époque, d'antan. Non, on se moque. Il est vraiment sympathique ce François, parce qu'il accepte que je le charrie beaucoup, et il accepte beaucoup de trucs un peu... Voilà, je me moque beaucoup de lui, il se moque beaucoup de Énormément. moi aussi, mais il faut accepter ça, et il accepte de bon cœur. On se trouve des trucs, je lui dis ça de moi, que je suis débile, je suis inculte et tout, on se trouve des trucs. Et il y va, hein, ça ne ouais, gêne pas du tout par ailleurs. Non, on attend juste le moment où on pourra faire 1h40 en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. On pourra vraiment s'arrêter. Après, C'est poiré zéro, quoi. Ouais, Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que je trouve que ce format est particulièrement agréable parce qu'en fait, il y a un rythme dingue, c'est dynamique, on n'a pas une seconde pour s'ennuyer. Et je trouve que finalement, c'est aussi un très bon rempart contre l'ennui parce que des fois, ça peut être jouissif selon le public qu'on a en face.
pièces et on a de la chance quand le public est réceptif, mais c'est pas toujours oui, le cas. oui, oui. Moi, j'aime bien le format de ces pièces et je trouve qu'il est aussi plus accessible, Ouais. par exemple, aux jeunes générations qui ont un degré d'attention, on le sait, qui TikTok, de vidéos TikTok. de vidéos TikTok. Donc, Heureusement, c'est ça dure pas 15 secondes. Ouais, c'est ça, c'est je crois 50 secondes une vidéo TikTok, un Ouais, truc comme c'est ça. ça. Et c'est beaucoup trop court. Mais les jeunes générations, tu peux plus. Enfin, moi, je vois mes enfants et tout, tu peux plus les mettre. Même un film, parfois, ils trouvent ça trop long. Très long. Même ma meuf, elle trouve ça trop long, un film. Elle va sur Insta. Je dis, moi, j'arrive à me plonger, mais les jeunes, ils n'arrivent plus. De moins en moins. Ouais. On se plonge un peu dans la bande-annonce Allez. pour découvrir l'univers. Allez, c'est Ouais. parti. Donc il y a des cons qui sifflent. On siffle pas au théâtre. Oh. C'est pas vrai. C'est interdit, ça, merde. Bonne chance pour ce soir. On dit pas bonne chance, on dit merde. C'était pour être cool avec toi, tu sais. Alors tu vas être cool, t'enlèves ça. Parce que le verre, c'est interdit au théâtre. Je savais pas. Ouais. En plus, je suis un peu nerveux parce que ce soir dans la salle, il y a l'agent Vincent Cassel qui est là. Non, deux. Ah non, je suis sûr qu'il est tout seul. Oh là là, ça fait combien de temps que t'as pas fait une bonne blague, toi? C'est drôle. Non, Ah, c'est pas drôle? non. Bonne chance, vieux. Vieux. Merde. Et c'est comique, c'est même tordant. Tout repose aussi sur les interactions que vous avez tous les deux. J'imagine que de les voir évoluer, de les accompagner finalement aussi dans ces dialogues, ça a dû être hyper drôle. Et ces interactions qui sont hyper complices, on sent une vraie connivence. Et même si vous êtes chacun un peu dans un archétype aussi, parce qu'on pousse un peu les curseurs de chacun. Je disais tout à l'heure que François Berléand jouait le vieux con, mais c'est un peu vrai. Il a mis le renfrogné tout le temps, il râle, il est jamais content, ça l'embête. Il est très attaché aux traditions, à son public, à son image. Vous êtes l'outsider qui s'offre un peu une place au soleil. Le stand-upper qui casse les codes, mais qui réussit et ça énerve François Berléand. On a vraiment l'impression que derrière ces archétypes, vous représentez aussi chacun une génération d'artistes, d'acteurs, de comédiens. Exactement. C'est exact, mais tout est bien dit. Donc je peux pas rajouter. Oui, c'est ça. C'est lui qui représente l'institution du théâtre, le subventionné, le vrai théâtre. Moi, je viens avec des codes stand-up, ça le rend fou. Il fait très bien les énervements. Ah, il s'énerve bien. Quand il crie, Quand il il fait crie, c'est rire. magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'il fait rire. Moi, j'ai vu après le petit sourire. Bah oui. Il dit même où il va bouffer le soir. Ouais, bah bien sûr. Et il dit ce qu'il va Pas très manger. original par ailleurs. Oui, il dit ce qu'il va manger. Si vous voulez vraiment me voir, il vous suffit d'aller là et de commander des pâtes au vongole. Ouais, vongolais. Vongolais. Pâte au coq. Très bonne d'ailleurs, c'est vrai. Rupture intergénérationnelle, ça aussi, c'est quand même des codes qui marchent. Bah oui, ça marche toujours. Puis on a envie de les voir se fighter. Et puis les gens adorent ça en fait. C'est pour ça que je Les pense gens qu'on va aiment le peut-être un peu conflit. rajouter des trucs comme ça. Ils adorent le conflit. Ouais, je pense qu'on va en Voir rajouter. le plus vieux se faire charrier, lui aussi se faire fumer par Berléand. Les gens adorent. Ouais, c'est clair. Qui s'éclatent. Ils adorent. Une espèce de battle. Il y a la battle aussi. La battle des de phrases de des diction. exercices de diction. Les J'y gens arrivais vachement bien. Lui, il a une Très diction impressionné. Hein. de dingue. C'est incroyable, hein. J'ai Même aucune meilleure que difficulté. celle de François. Ouais. Il le sait Vous nous d'ailleurs. en il le faites dit. une Allez chez Jeux vous jouerez aux zigzags et aux Zanzibar. Est-ce qu'elle prend à minuit 6 fruits cuits? Si c'est 6 fruits cuits lui nuisent, donnez-lui 6 fruits crus. Si 6 Suisses, 6 saucisses en 6 minutes, est-ce que 606 Suisses iront-ils 606 saucisses en 606 minutes? Ça, celui-là, il est horrible. Ouais, non, Celui-là, ça va. il y a que des lui, il y a la super durs. 6 choux, je sais pas quoi. 6 choux coûtent 6 sous. Est-ce que 606 Imaginez choux pendant coûtent 1h20. 606 sous? Ouais. Mais ça, ouais. Vous vous étonnez qu'on soit fatigué le week-end? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'elle existe, Monique? Monique, c'est tout le. On sait pas. Elle est dans la salle, la très jolie blonde? La très jolie blonde, je pense qu'elle c'était-vous ce soir. Ah, merci. Et le type qui s'endort, il... MeToo, bam, femme carrière, c'est fini, c'est terminé, bon sang, on remballe, on va Moi, je vous vivre demande dans pas le si- Perche. On C'est va si faire nul que du ça, le Ladanès. vous êtes C'est loin, le dur. Perche, hein. Allez, rien. on dit un dernier mot quand même de cette pièce absolument géniale qui est au Théâtre de la Michaudière avec, je le répète, sur scène Max Boublil et François Berléand. On a parlé de ce bouche à oreille qui allait forcément fonctionner, de ce public qui allait s'approprier cette espère. On a tous peur. cette inversion. Ça rit tellement normalement, oui, mais on ne sait jamais. Peut-être les gens Vous vont dire, souhaitez oh, quoi? finalement, Que on a le bien public ri, mais ça n'a pas aimé. se lève et fasse vraiment joue, quoi. Ah soit oui, la comédie. oui. Eh ben, alors, vendredi soir, il y a des gens qui se sont levés pour danser sur Dalida. Ça, j'adore. Alors lui, la tête de Berlin, Ouais, là, quand il a c'était vu too les gens much, là. danser, il Là, m'a c'est dit, là, trop, c'est là. bon, là, j'arrête le métier. Là, Là, c'est fini. Les gars, ils étaient là, et je veux mourir. Et lui, sur Lui, moi, bah, je vois bien, moi, regardez. je peux danser avec eux. Et lui, il est là, il y a fait 20 ans de subventionné.
il va se suicider. Et vous imaginez à quel point c'est jouissif. On est ravis de pouvoir le présenter dans l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup Max Boublil d'être venu nous le présenter et de nous faire beaucoup rire sur scène et de nous partager ces codes du théâtre qu'on a plaisir à redécouvrir avec vous. Un grand merci à tous les deux et à très bientôt. On passe tout de suite au Figaro Histoire nous raconte. Le Figaro Histoire nous raconte une page de l'histoire du métro de Paris, puisque ça s'est lancé un 4 octobre 1898. Le chantier du métro démarré, premier coup de pioche donné. Ce chantier qui commence pour notre fameux métro, Geoffroy Caillet, des travaux gigantesques, mûrement pensés et menés de main de maître, qui allaient révolutionner le quotidien des Parisiens. Parce que oui, aujourd'hui, on gronde contre le métro, mais ça nous a changé la vie. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ce 4 octobre? Eh ben, on a commencé à donner le premier coup de pioche, effectivement, sur la ligne 1, la première du réseau parisien. Alors, le gros des travaux vont vraiment commencer à la fin de l'année. Donc, le 4 octobre est une date un peu symbolique. Et alors, Paris va être éventré d'ouest en est, de la Porte Maillot à Vincennes. Des quantités d'ingénieurs, des milliers d'ouvriers vont s'activer sur ce chantier jour et nuit. On défonce le pavé, on étaye le sous-sol. Et on passe aussi dans les carrières, on le voit très bien, qui constituent l'essentiel du sol de Paris. La surface elle-même de Paris, évidemment, est défigurée le temps des travaux. Et peu de Parisiens apprécient ce bouleversement de leur ville. Vous voyez que rien n'a changé. Les travaux sont toujours autant contestés. Comment ce projet gigantesque a-t-il germé ? Alors, il est né dans la seconde moitié du 19e siècle, notamment sous le Second Empire, pour répondre à l'augmentation de la circulation dans un Paris en pleine expansion. Pourquoi ? Parce que c'est le Paris des grands travaux, des travaux du baron Haussmann, préfet de Paris. Et donc, le sujet des transports devient absolument essentiel. On fait donc ces travaux d'aménagement en surface. On perce des grandes artères que va suivre bientôt l'itinéraire du métro. Et tout ça modifie entièrement certains aspects de Paris, certains quartiers de la ville. Alors, évidemment, ces grandes artères, notamment le boulevard Haussmann, facilitent la circulation des Parisiens, des voitures, qui sont encore des voitures hippomobiles. Mais on ne peut pas éviter, malheureusement, que la circulation, à cause du nombre de nouveaux habitants aussi dans Paris, devienne de plus en plus anarchique. Il faut trouver une autre solution pour que les Parisiens puissent se déplacer. Et il y a un événement qui va quand même servir d'accélérateur. Oui, et c'est un événement dont on a déjà parlé dans le Figaro Histoire raconte dans Bienvenue en Île-de-France. C'est l'exposition universelle de 1867 qui va mettre au jour les carences graves vraiment des transports à Paris en surface et qui va aussi faire apparaître le rail comme vraiment la solution à ces problèmes. Alors il y a un précédent 4 ans plus tôt, en 1863. Londres nous a grillés, si je peux me permettre l'expression, puisque Londres s'est doté d'un premier métro. La grande différence, évidemment, on est en 1863. Il n'y a pas encore d'électricité, c'est que c'est un métro à vapeur. Or, le métro que les Parisiens vont construire, ça va durer des décennies pour arriver au projet final. Évidemment, ça va être un métro électrique. Alors, après la guerre de 70, les projets se multiplient pour Paris. On ne pense pas encore à un métro électrique, puisque l'électricité n'est pas encore une réalité. Mais il y a surtout un conflit qui se fait jour entre la ville de Paris, qui veut son propre réseau indépendant, et l'État, qui lui voudrait prolonger les lignes de chemin de fer qui partent de Paris, comme la gare de Lyon, par exemple, la gare Montparnasse. Et il faut malgré tout trancher, puisque l'exposition universelle, la prochaine, celle de 1900, arrive à grands pas. Et le gouvernement, finalement, décide de donner la faveur à la ville de Paris pour un chemin de fer d'intérêt local à petit gabarit. J'adore la manière dont les choses sont présentées. C'est l'expression de l'époque pour qualifier ce chemin de fer. C'est comme les petites lignes régionales, si vous voulez, départementales qui rejoignent un chef-lieu de canton à l'autre dans la province française. On a basculé dans tout à fait autre chose, par ailleurs. Ah, c'est complètement autre chose. Et donc, le 22 novembre 1995, le gouvernement reconnaît à la ville de Paris le droit de réaliser cet ouvrage qu'on va appeler le métropolitain. L'avant-projet, qui est dressé en 1896, indique qu'il doit suppléer à l'insuffisance des moyens de transport et mettre en valeur les quartiers éloignés et les moins peuplés de la capitale. C'est toujours un peu les mêmes enjeux. L'année 1898 va représenter un tournant pour la naissance de ce futur métro. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'une loi est votée cette année-là qui déclare, je cite, « d'utilité publique à titre d'intérêt local, l'établissement d'un chemin de fer métropolitain à traction électrique, et c'est ça la nouveauté, on y arrive, destiné au transport des voyageurs et de leurs bagages à main. » Et le premier réseau, ça va être 6 lignes numérotées de 1 à 6. C'est la ville de Paris qui va construire toutes les infrastructures et elle va confier l'exploitation de ce réseau à la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, la CMP, qui restera l'exploitant jusqu'en 1945 à la naissance de notre RATP.
Vous dites notre RATP. Notre RATP, parce que j'habite Paris. Et alors, il y a un ingénieur, évidemment, qui va cornaquer toute cette équipe d'ingénieurs, qui est le fameux Fulgence Bienvenue. Qui a donné son nom à la station Montparnasse Bienvenue. À la station. Alors, c'est très intéressant parce que la station a été inaugurée en 1933, 3 ans avant sa mort. Donc, il a eu l'honneur de découvrir cette station de son vivant. Pourtant, on a quand même manqué un rendez-vous important, celui de l'exposition universelle. Mais oui, parce que l'exposition universelle de 1900 a ouvert ses portes le 14 avril et la ligne est officiellement inaugurée. La ligne 1, dont on commémore aujourd'hui le début des travaux, elle est inaugurée seulement le 19 juillet 1900. Mais le métro permet de desservir les épreuves qui ont lieu pour les Jeux Olympiques d'été dans le bois de Vincennes. Et alors, cette ligne rencontre tout de suite un immense succès. Dès décembre 1900, donc 5 mois après l'ouverture de son exploitation, près de 17 millions de voyageurs ont déjà été transportés. Énorme. Et ensuite, on passe de 55 millions de voyageurs en 1901 à 318 millions en 1910. C'est gigantesque. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, 467 millions d'usagers pour le métro parisien. Donc finalement, qui se sont familiarisés avec cet usage et avec la facilité que ça représentait à l'époque pour se déplacer. Le trajet de la ligne 1 n'a pas été modifié. Non, c'est resté le même. Il a simplement été prolongé avant la ligne Maillot jusqu'à maintenant la Défense. À quoi ressemble ce tout premier métro? Alors, il témoigne d'un très grand avant-gardisme industriel. Il a été donc entièrement conçu pour la traction électrique dès le départ. Il enthousiasme la population parisienne. Et alors, il est rapide, il est confortable, en tout cas suivant les critères de l'époque. Et j'allais dire avec ou malgré ces wagons en bois. Car oui, les wagons sont en bois. Donc c'est inimaginable aujourd'hui. N'empêche, c'est joli. C'est très joli. Et puis, ce qui est très joli aujourd'hui encore et qui n'a pas donc changé, ce sont ces stations à carreaux blancs, biseautés, éclairées par des lampes à l'époque à filaments. Et puis, encore pour certaines stations également, aujourd'hui, des entrées de stations dessinées par Hector Guimard, le pape de l'art nouveau. Et puis bien sûr, la fée électricité lui donne un caractère magique parce que toutes les stations sont illuminées et les wagons eux-mêmes. Et vraiment, la ville lumière prend tout son sens. Le métropolitain de Paris, tel qu'on l'appelait, c'est un chantier phénoménal. C'est un des plus grands chantiers qu'on a connus dans la capitale. Oui, c'est vraiment le grand chantier de la ville de Paris. Et puis c'est un chantier qui, à la suite des travaux d'Haussmann, dans toute la deuxième moitié du 19e siècle, à partir de 1854, va mettre Paris en ébullition parce que c'est un chantier qui va se perpétuer de façon continue. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, la construction de métro, effectivement, ne connaît absolument aucun répit. Dès qu'une ligne est construite, on passe à la suivante, ainsi de suite. Et puis les engins, les locomotives, les wagons progressent en permanence. Donc dès qu'un nouveau matériel arrive, il remplace l'ancien, etc. Et lorsque Fulgence Bienvenue fait valoir ses droits à la retraite en 1932, il laisse déjà derrière lui une douzaine de lignes de métro et près de 130 km en tout. Énorme. Et alors, avant la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité du réseau intramuros est achevée. Ce qui fait qu'on arrive à la fin de la guerre, la RATP prend la suite de la CMP pour gérer ce grand réseau. En 1949, le réseau compte 166 km constitués de 14 lignes, desservant 270 stations. Et si on compare à aujourd'hui, on a aujourd'hui un réseau de 245 km, 16 lignes, 321 stations. Vous voyez qu'on a beaucoup moins progressé finalement, et c'est normal, dans les dernières décennies, parce que tout avait été très bien conçu, ça a été très bien mené. Et donc finalement, le métro a ce développement organique qui est assez admirable. Et on a quand même de plus en plus de lignes, par exemple, automatiques aujourd'hui. Oui, alors ça c'est la grande nouveauté, c'est les lignes automatiques. Alors il n'y en a que 2, mais évidemment l'idée c'est de les automatiser de plus en plus. Et elles fonctionnent en période de grève. Et elles fonctionnent en période de grève, ce qui est un avantage inestimable en ce moment pour les Parisiens, exactement. Une dernière question, Geoffroy Caillet, quand on voit l'histoire de ce métro, on se demande s'il n'y a pas eu des couacs, des problèmes majeurs qui ont empêché finalement le développement de ce réseau. On a l'impression que les choses se sont faites de manière plutôt sereine. En fait, ça a été assez serein parce que, comme je vous le disais, ça a été bien préparé. Et puis, on a essayé de trouver pour chaque difficulté une solution adaptée. On voit par exemple à l'écran une station en surface, la ligne 6, la ligne 2. Et là, vous voyez que pour contourner des artères qui étaient un peu de guingois, il n'y a pas eu d'autre solution que de faire des viaducs. À l'inverse, il a fallu trouver un caisson en béton armé pour passer sous la Seine, notamment à la hauteur de la station Invalides. Et ça, c'est incroyable. Ingéniosité quand même. Très ingénieux. Moi, quand je vois ces images, je les trouve merveilleuses. Je me dis que c'est incroyable en plus d'être dans les arcanes finalement de la confection de ce métro. Exactement. Qu'on adore détester. On adore le détester, mais quand on regarde son histoire, on apprend à l'aimer.
Vous avez raison. Merci beaucoup Geoffroy Caillet de nous avoir présenté l'histoire du métro parisien depuis sa création et puis les péripéties qui ont mené jusqu'à ces nombreuses lignes qu'on pratique au quotidien en tant que Parisien, en tant que Francilien. On vous retrouve évidemment lundi prochain pour une nouvelle chronique Le Figaro Histoire nous raconte. Et moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur Le Figaro TV. Bienvenue en Ile-de-France. À demain. Excellente soirée.